La mort est-elle la fin de tout, ou n'est-ce qu'un passage vers une dimension inconnue ? Depuis les premières civilisations mésopotamiennes, en passant par les Égyptiens, les Grecs, puis les peuples d'Amérique du Sud et de l'Inde, jusqu'à la plus ancienne civilisation apparue sur Terre, les hommes de toutes les époques et de tous les temps se sont interrogés sur ce qu'est la mort. Et la science, qu'en pense-t-elle de la mort ? Là aussi, il n'existe pas de pensée unique, pas une idée qui fasse l'unanimité dans le monde scientifique. Nous assistons plutôt à des visions opposées. Mais quels sont les fondements sur lesquels reposent ces visions ? Existe-t-il des éléments concrets qui peuvent nous permettre d'explorer ce mystère insondable ? En réalité, oui, et dans cette vidéo, nous essaierons de les présenter à travers une enquête historique et scientifique, où nous tenterons de définir tout ce que nous savons sur la mort. Dans la vidéo, nous écouterons des histoires d'expériences extraordinaires, mais pas seulement. Nous découvrirons que derrière le récit d'histoires hors du commun, il existe des éléments concrets et des données empiriques sur lesquels il est non seulement possible de réfléchir, mais qui ouvrent à des scénarios inédits et révolutionnaires. Bien, avant de partir pour l'un des voyages les plus fascinants aux limites de la connaissance, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. La soi-disant mort n'est rien d'autre qu'une vieille affaire sous une nouvelle forme et avec un autre habit, parce que toutes les choses sont modifiées, mais rien ne meurt, et ici et là l'esprit vole, libéré du corps. Selon le livre des morts, les anciens Égyptiens pensaient qu'après la mort, l'âme quittait la terre pour un voyage dans le monde souterrain, où un jugement final précédait l'entrée dans l'au-delà. Le jugement était rendu par Osiris qui soumettait le défunt à une longue liste de péchés et la vérité était établie en pesant le cœur du défunt sur une balance dont le contrepoids était une plume. Mais les anciens Égyptiens n'étaient pas les seuls à croire en l'immortalité de l'âme. Dans l'Inde ancienne, on disait qu'aller et venir n'était qu'une illusion, car l'âme ne part jamais et ne vient jamais. Platon et d'autres philosophes grecs, peut-être influencés par la culture venue d'Orient, soutenaient eux aussi que l'âme était immortelle. Mais cette idée ne se limitait pas à l'Asie et à l'Orient. La plupart des tribus africaines, les aborigènes d'Australie et les indigènes des Amériques avaient la même conviction. Jules César, par exemple, écrivait dans le De Bello Gallico. Les druides inculquent cela comme l'un de leurs dogmes fondamentaux, à savoir que les âmes ne meurent jamais, mais qu'elles passent après la mort d'un corps à un autre. Et ils pensent que les hommes, grâce à ce dogme, sont poussés à un extrême courage, car la peur de la mort n'a pas de raison d'exister. Mais cette conscience de l'immortalité de l'âme, d'où venait-elle ? Était-ce seulement une façon d'exorciser la peur de la mort ? Beaucoup d'historiens pensent que c'est l'une des raisons principales, et que cette croyance n'était que le fruit de l'incapacité des hommes, d'une part à comprendre les lois du monde, et d'autre part, une façon d'apaiser la peur d'un événement qui, dans des sociétés peu avancées, était très présent dans la vie quotidienne. Mais si ce n'étaient pas là les seules raisons, et si au contraire nous étions en train de sous-estimer, ou que nous ne parvenions pas à voir ou à comprendre un savoir partagé par ces anciennes cultures. Laissons cette question ouverte et passons à aujourd'hui, où les sociétés occidentales manifestent une sorte de rejet envers le thème de la mort. La pensée dominante consiste à ignorer cet événement et à vivre comme si la vie n'avait jamais de fin, du moins tant que cela était possible. Mais où en est notre compréhension de la mort ? Existe-t-il des éléments concrets qui peuvent être étudiés ? Le premier élément que nous pouvons analyser, c'est d'essayer de comprendre si la mort est vraiment la fin de tout, ou si au contraire elle n'est qu'un passage vers quelque chose d'inconnu. Le deuxième élément, c'est de comprendre la véritable nature de la conscience, et si celle-ci n'est que le fruit de lois mécaniques, ou si elle est autre chose. Commençons par le premier point, il est clair que nous n'avons pas de témoignages d'hommes morts puis ressuscités. Nous avons de nombreux témoignages d'hommes, femmes et enfants déclarés morts plusieurs minutes, puis revenus à la vie de façon incroyable. Si nous ne pouvons pas parler de véritables morts, ces témoignages, comme nous le verrons, présentent quelque chose de très intéressant et montrent des éléments communs extraordinaires qui ont été étudiés au fil des années par de nombreux chercheurs. Nous parlons des expériences de mort imminente. C'est un sujet fascinant et complexe, et comme nous le verrons plus tard, riche en implications sur ce que nous pensons être.
Ma per comprendere bene tutti gli aspetti, andiamo con ordine. Allons-y étape par étape, commençons par le début. J'étais allongé sur le lit d'hôpital. La lumière du plafond était aveuglante. Soudain, tout est devenu sombre, et je me suis senti soulevé comme si je flottais. Je voyais mon corps en bas, allongé et immobile. Une sensation de paix m'a enveloppé, et une lumière chaude et intense m'attirait. J'entendais des voix rassurantes et une présence pleine d'amour. La première étude dont nous avons une trace sur l'expérience de mort imminente remonte à 1892 et a été réalisée par le géologue suisse Albert von Sankt, qui a décrit 30 cas qui lui ont été rapportés personnellement. Parmi ceux-ci, on trouve des histoires d'alpinistes ayant survécu à des chutes presque mortelles, des récits de soldats qui avaient subi des blessures les ayant mis en danger de mort pendant la guerre, ainsi que des témoignages de simples ouvriers qui étaient tombés d'échafaudage ou qui avaient eu de graves accidents. Von Sankt conclut son étude en affirmant que les personnes proches de la mort, ou qui avaient été considérées comme mortes, déclaraient n'avoir ressenti aucune angoisse et n'avoir éprouvé aucune terreur, mais qu'elles avaient plutôt éprouvé du calme, de l'acceptation et un profond sentiment de sérénité. Cependant, il faut attendre les années 70 pour voir paraître les premières études dans les revues spécialisées, des études qui se sont succédées en nombre croissant jusqu'à nos jours. Parmi les pionniers dans ce domaine de recherche, on trouve le docteur Raymond Moody, dont le livre La vie après la vie, publié en 1975, a recueilli des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de pré-mort imminente, introduisant le phénomène au grand public et devenant un best-seller mondial. Selon Moody, de nombreuses personnes ayant vécu une EMI trouvent difficile de décrire ce qu'elles ont expérimenté, car il s'agit de sensations et de perceptions hors du commun. L'une des premières sensations rapportées est une profonde paix et l'absence de douleur physique, accompagnée d'un sentiment de bien-être. Beaucoup décrivent que s'être sentis séparés de leur corps physique, l'observant de l'extérieur, souvent d'en haut. Cet état est suivi par la sensation de se déplacer rapidement à travers un espace sombre et étroit, semblable à un tunnel. Au cours de cette expérience, il est courant de rencontrer des personnes décédées dans un environnement lumineux et rassurant. Un élément récurrent est la vision d'une lumière éclatante, perçue comme aimante et accueillante. Certains rapportent avoir vécu une révision panoramique de leur vie, où ils voient une séquence rapide d'images et de moments significatifs de leur passé. Les expériences de pré-mort imminente sont souvent caractérisées par un fort sentiment d'amour inconditionnel et d'acceptation, émanant de la lumière ou des entités rencontrées. Parfois, les gens sentent atteindre une limite ou un point de non-retour, après quoi ils ne peuvent plus revenir à la vie terrestre. Cela s'accompagne souvent d'une décision ou d'un sentiment de devoir réintégrer son corps, malgré la réticence à quitter ce lieu de paix. Enfin, de nombreuses personnes, après cette expérience, rapportent un changement profond dans leur perception de la vie et de toutes leurs valeurs. Souvent, elles développent un sens accru de la spiritualité et de la compassion, influençant de manière significative leur façon de vivre et de voir le monde. Cependant, tous les témoins ne vivent pas tous les éléments cités par Moody, mais ceux-ci sont utiles pour déterminer les caractéristiques d'une expérience de mort imminente. Il est également utile de souligner qu'il n'y a pas de corrélation entre la description de ces expériences et les croyances personnelles ou religieuses des individus concernés, ni de corrélation observée entre le statut social ou le niveau d'instruction. En effet, celles-ci se produisent indépendamment de tout cela. L'un des aspects les plus étudiés est certainement celui où les témoins racontent avoir vécu des expériences extracorporelles et rapportent en détail toutes les manœuvres de réanimation et les événements auxquels ils ont été soumis et dont ils ne pouvaient pas avoir connaissance. Ces récits sont très importants car ils sont vérifiables et, pour cette raison, ils sont étudiés avec beaucoup d'attention par les chercheurs. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour.
Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Les nombreux témoignages d'expériences extracorporelles, un cas emblématique est celui que le renommé cardiologue Pim van Lommel a décrit dans son important travail sur les expériences de mort imminente qui a conduit à la publication du livre Conscience au-delà de la vie. En plus d'avoir été publié dans plusieurs articles de la revue scientifique The Lancet. Dans cet épisode particulier, Pim van Lommel rapporte le témoignage vérifié d'une infirmière de l'unité coronarienne. Pendant le service de nuit, l'équipe d'une ambulance amène un homme de 44 ans dans le coma. Admis en unité coronarienne, il est ventilé artificiellement avec un ballon et un masque. Le massage cardiaque est poursuivi et le patient est défibrillé. Lorsque je m'apprête à intuber le patient, je me rends compte qu'il a un dentier dans la bouche. Avant de l'intuber, je retire le dentier du haut et je le pose sur le chariot d'urgence. Après environ 90 minutes, le patient a un rythme cardiaque adéquat et une pression suffisante, et il est transféré en soins intensifs. Après plus d'une semaine de coma, le patient revient en unité coronarienne, et je le rencontre lorsque je passe pour les soins. Dès qu'il me voit, il me dit « Oui, mais savez-vous où est mon dentier ? Je reste bouche bée. » Et puis il me dit « Oui, vous étiez là quand on m'a amené à l'hôpital. Vous m'avez enlevé le dentier de la bouche et vous l'avez mis sur le chariot. Il y avait toutes ces bouteilles dessus, et vous l'avez mise dans un tiroir coulissant. J'étais très choquée, car je me souvenais que cela s'était produit alors que le patient était dans un coma profond et qu'on le réanimait. Après d'autres questions, j'ai appris que le patient s'était vu allongé sur le lit et avait observé d'en haut les infirmières et les médecins qui le réanimaient. D'autres cas très significatifs sont les expériences extracorporelles, racontées par des témoins ayant des problèmes de vue ou même aveugles de naissance, qui racontent avoir vu ce qui leur arrivait, comme la témoin Vicky, décrite dans le livre de Ring et Cooper. En 1973, Vicky, une jeune femme de 23 ans, aveugle de naissance lors d'un accident de voiture, est projetée hors du véhicule dans lequel elle voyageait. Une fracture du crâne et plusieurs blessures graves ont provoqué un coma immédiat. Bien que la femme fût aveugle, elle a réussi à voir et à reconnaître la voiture détruite dans l'accident et à la décrire en détail. Et plus tard, en salle d'opération, elle a pu non seulement voir son propre corps, mais aussi décrire en détail tout ce qui lui est arrivé. Je n'avais jamais rien vu, ni lumière, ni ombre, ni rien d'autre. Beaucoup de gens me demandent si je vois du noir. Non, je ne vois pas du noir. Je ne vois absolument rien. Je me souviens que j'étais à l'hôpital, et c'était effrayant parce que je ne suis pas habituée à voir les choses, car je ne l'ai jamais fait auparavant. J'ai reconnu ma bague et mes cheveux et j'ai pensé, celle qui est allongée là-bas, c'est mon corps. Je suis morte ou quoi ? Pendant ce temps, les médecins et les infirmières s'affairaient autour de mon corps et continuaient à dire « Nous n'arrivons pas à la ramener ». Mais le récit de Vicky ne s'arrête pas là. Elle affirme avoir entendu comme le son de petites clochettes, puis avoir immédiatement franchi le plafond de l'hôpital avant d'être attirée vers une lumière. À ce moment-là, elle a eu la sensation d'être transportée dans un autre monde où elle a été accueillie par des connaissances décédées quelques années auparavant, et après avoir échangé avec elle, elle a été renvoyée dans son corps. Le fait qu'une femme aveugle de naissance, dont la partie visuelle du cortex cérébral n'est pas développée, puisse voir les personnes et ce qui l'entoure soulève évidemment la question de savoir comment tout cela est possible. Mais nous essaierons de répondre à cette question dans la dernière partie de la vidéo. D'abord, nous devons écarter certaines des objections les plus courantes. Quand on parle d'expériences de mort imminente, beaucoup affirment qu'il s'agit d'expériences enregistrées seulement récemment, car elles sont le fruit de les progrès de la médecine, ainsi que des techniques et de l'utilisation de médicaments lors des phases agitées de la réanimation. Mais ce n'est pas tout à fait vrai.
Ce que nous appelons aujourd'hui des expériences de mort imminente ont été enregistrées depuis les temps les plus anciens, même si elles portaient des noms différents, et on en trouve des traces dans toutes les cultures du monde. Platon, par exemple, raconte la mort d'un soldat nommé R qui, après 10 jours, est revenu à la vie. Et une fois réveillé, il raconta avoir quitté son corps et voyagé dans un autre monde, où il aurait observé les âmes jugées pour leurs péchés terrestres. Et que dire de la description contenue dans la tradition tibétaine ? En écoutant ces récits, on ne peut s'empêcher de penser aux témoignages modernes d'expériences extracorporelles. Lorsque le principe de la connaissance sort du corps, il se dit à lui-même « Suis-je mort ou ne le suis-je pas ?» À ce moment-là, le défunt voit que son corps est dépouillé de ses vêtements, que sa couche est enlevée. Et il peut entendre les pleurs et les lamentations de ses amis et de sa famille, mais même s'il peut les voir et les entendre, eux ne peuvent pas l'entendre. À ce moment-là, les sons, les lumières et les rayons, ces trois choses sont perçues. Une autre objection qui est soulevée concernant l'authenticité réelle de ces expériences est qu'elles ne seraient que le fruit d'hallucinations ou d'états altérés du cerveau dus au choc du traumatisme et à l'utilisation de médicaments de réanimation. Les études menées sur les témoins d'expériences de mort imminente ont cependant prouvé que celles-ci se produisent pendant la période de mort clinique de l'individu et non juste avant ou juste après un arrêt cardiaque. Déterminer le moment précis est important, car cela exclut toute autre situation si ce n'est que l'expérience de mort imminente ait eu lieu au moment où toutes les fonctions cérébrales étaient absentes. Si donc nous partons du principe que la conscience est le produit du cerveau, au moment où celui-ci cesse de montrer tout signe de fonctionnalité, il est impossible que des signes de conscience se manifestent. Des études menées aussi bien chez l'homme que chez l'animal ont montré que lors d'un arrêt cardiaque provoqué, la perte d'activité à la fois du cortex cérébral et du tronc cérébral entraîne l'inconscience en quelques secondes seulement. Les premiers signes de manque d'oxygène dans le cerveau sont enregistrés après seulement 6 secondes d'un arrêt cardiaque. Et si le rythme cardiaque ne reprend pas immédiatement, la perte d'activité électrique du cortex cérébral conduit toujours à un électroencéphalogramme plat, donc sans activité. On peut comparer le cerveau à un ordinateur dont on débranche la prise. Tous ces circuits sont désactivés et tant qu'il n'est pas de nouveau alimenté, il n'est capable d'aucune opération. À la différence près qu'un cerveau privé d'alimentation pendant plusieurs minutes subira de graves lésions. Évidemment, lors d'un arrêt cardiaque, on ne réalise pas d'électroencéphalogramme car les médecins sont occupés par les phases de réanimation, sans compter que cela se produit souvent en dehors de l'hôpital, dans des endroits parfois désespérés. Mais il existe cependant des exceptions. Il existe des cas documentés où le patient en arrêt cardiaque voit en même temps sa fonction cérébrale analysée. Cela arrive lors de certaines interventions neurochirurgicales. Donc, si pendant ce type d'intervention, le patient fait une expérience de mort imminente, il est possible d'avoir un tableau très détaillé de sa fonction cérébrale. Le cas le plus célèbre est celui de Pamela Reynolds, qui a suscité de nombreux débats et que nous allons examiner en détail. Pamela, une femme de 35 ans, a passé un scanner qui a révélé un énorme anévrisme dans l'une des artères cérébrales proches du tronc cérébral. Un anévrisme est une poche qui se forme sur une zone faible d'un vaisseau sanguin. S'il éclate, le risque est réel. Une hémorragie cérébrale survient, entraînant la mort. Les chances de survie pour Pamela étaient extrêmement faibles. Une intervention pour résoudre le problème a été très compliquée et risquée. Le neurochirurgien Robert Spetzler de l'Institut de neurochirurgie Barrow à Phoenix décide malgré tout de tenter le tout pour le tout et de l'opérer. Ce qui s'est passé durant l'opération malgré un risque élevé de survie. La température corporelle de Pamela est abaissée à 10 degrés et elle est reliée à une machine cœur-poumon en raison de la perte d'activité cardiaque qui se produit toujours lors des cas d'hypothermie. L'hypothermie est induite dans le but de préserver les cellules cérébrales, car pendant l'intervention, afin de pouvoir opérer sur l'anévrisme, tout le sang présent dans sa tête sera éliminé. L'activité électrique du tronc cérébral et du cortex cérébral est surveillée pendant toutes les phases de l'intervention. L'opération dure environ 6 heures et c'est un succès. Pamela, à son réveil, étonnant tout le personnel médical, raconte l'une des expériences de mort imminente les plus profondes jamais enregistrées. Voici ses paroles incroyables. Je ne me souviens pas de la salle d'opération,
Je ne me souviens pas du docteur Spetzler. J'étais avec un de ses assistants, puis plus rien, jusqu'à ce qu'un son désagréable, apparaisse. C'était comme si j'étais dans un cabinet de dentiste. Je me souviens que le sommet de ma tête me picotait, et d'une certaine manière, je suis sortie par le haut de ma tête. Plus je m'éloignais de mon corps, plus l'image devenait claire. Je me souviens d'avoir vu beaucoup de choses dans la salle d'opération quand j'ai regardé en bas. J'étais très présente. J'ai trouvé étrange la façon dont il m'avait rasé la tête. Je vérifiais. Je m'attendais à ce qu'il rase tous les cheveux, mais il ne l'avait pas fait. J'étais, au sens figuré, assise sur l'épaule du docteur Spetzler. Je me souviens de l'instrument dans sa main. Il ressemblait au manche de ma brosse à dents. Je me souviens aussi clairement d'une voix féminine qui disait « Nous avons un problème, ces artères sont trop petites. » Puis d'une voix masculine qui disait « Essaie de l'autre côté. » J'ai senti une présence. D'une manière ou d'une autre, je me suis tournée pour la voir. Et là, j'ai vu un tout petit point de lumière, comme une tête d'épingle. La lumière a commencé à m'attirer, mais pas contre ma volonté. J'ai eu la sensation physique de monter. La sensation était celle de monter dans un ascenseur très rapide. Je me suis rendu compte que je commençais à distinguer différentes silhouettes. J'ai vu beaucoup de personnes que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas, mais je savais que d'une certaine manière j'étais liée à elles. Tous ceux que je voyais apparaissaient sous leur meilleur jour. J'ai vu mon oncle Jen. Je lui étais très attachée car il m'avait beaucoup appris. Ils ne m'ont pas permis d'aller plus loin et ils m'ont dit que si je continuais vers la lumière, il m'arriverait quelque chose physiquement et ils ne pourraient plus me ramener dans mon corps. Je voulais aller vers la lumière, mais je voulais aussi revenir en arrière parce que j'avais des enfants à élever. J'ai demandé si cette lumière était Dieu et ils m'ont répondu « Non, Dieu n'est pas la lumière. La lumière, c'est ce qui se produit quand Dieu respire. » Je me souviens avoir pensé « Je suis dans le souffle de Dieu. » C'est mon oncle qui m'a ramené. Mais quand je suis arrivée là où se trouvait mon corps et que j'ai regardé cette chose, je ne voulais vraiment pas y retourner parce que ça me paraissait exactement ce que c'était, sans vie. Mon oncle a commencé à discuter avec moi. Il m'a dit « C'est comme plonger dans une piscine. Saute dedans. » Il m'a poussé et j'ai vu mon corps faire un bond et j'ai senti le froid en moi. J'étais revenue dans mon corps. C'était douloureux. Tout ce que Pamela raconte avoir vu correspond incroyablement à la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle d'opération. Voici les paroles du docteur Spetzler. Pendant l'arrêt, le cerveau de Pamela était déclaré mort selon les 3 tests cliniques. L'électroencéphalogramme était silencieux, les réponses de son tronc cérébral étaient absentes et il n'y avait aucun flux sanguin dans son cerveau. Je doute que ces observations reposaient sur ce qu'elle aurait vu en entrant dans la salle d'opération. Les instruments n'étaient pas visibles pour elle. Je n'ai aucune explication pour cela. Je ne sais pas comment il est possible que cela soit arrivé, compte tenu de l'état physiologique dans lequel elle se trouvait. En même temps, j'ai vu se produire beaucoup de choses que je ne sais pas expliquer, et je ne veux pas être au point de dire qu'elles ne peuvent pas se produire. Après avoir écouté ce témoignage incroyable, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander comment tout cela a pu se produire pendant une période de mort clinique. Devons-nous peut-être penser que la conscience n'est pas quelque chose de strictement lié au cerveau, et qu'en dit la science à ce sujet ? Pour répondre à ces questions, nous devons nous aventurer dans un voyage complexe que nous simplifierons autant que possible, mais qui ouvre à une nouvelle vision révolutionnaire de tout ce que nous pensions connaître jusqu'à présent. Ce que l'on pense, c'est que notre cerveau, à travers ses fonctions mécaniques, donne naissance à notre conscience. Par exemple, nous avons mesuré une augmentation de 30% du flux sanguin dans le cerveau lorsque l'on pense ou que l'on prête attention à quelque chose. Cela arrive car les neurones consomment plus d'énergie pour activer les processus cérébraux. Après avoir observé cela, nous pourrions être amenés à croire qu'il est donc certain et prouvé que notre conscience est le fruit de l'activité du cerveau. Mais en réalité, malgré ce que nous observons,
Nous n'avons toujours aucune preuve directe aujourd'hui que les neurones produisent quoi notre conscience. Essayons d'expliquer ce concept plus clairement. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de localiser souvenirs et conscience dans le cerveau. L'hypothèse de départ était que l'activité de zones neuronales spécifiques aurait toujours donné lieu aux mêmes pensées et émotions, mais cette recherche n'a jamais abouti à des résultats positifs. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe une corrélation entre l'activité enregistrée dans le cerveau et l'expérience de la conscience, et que celle-ci peut activer de nombreux centres cérébraux, mais une connexion ne dit rien sur la cause. L'activité cérébrale semble plutôt être une façon de coder les informations. Pensons à une radio. Nous pouvons chercher les stations de radio en tournant le bouton qui règle la réception des fréquences, mais effectuer cette opération n'influence pas le contenu de la transmission radiophonique. Dans cette optique, l'activation d'une partie spécifique du cerveau n'explique pas le contenu des pensées et des émotions. Nous ne pouvons mesurer que la corrélation entre les activités cérébrales enregistrées et les expériences conscientes. Le philosophe et neuroscientifique Alva Noé écrit cela dans l'un de ses livres. L'idée que nous sommes notre cerveau n'est pas quelque chose que les scientifiques ont étudié. C'est plutôt un préjugé. Que la conscience naisse dans le cerveau est quelque chose qui n'est jamais remis en question. C'est un postulat de départ indiscutable. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de rejeter ce préjugé. Un événement qui a beaucoup fait discuter le monde scientifique est celui rapporté dans un article publié dans la prestigieuse revue scientifique Science au titre provocateur « Votre cerveau est-il vraiment nécessaire ?» et qui rapporte un cas vraiment insolite. Le scanner cérébral d'un jeune diplômé en mathématiques, avec un quotient intellectuel de 126, donc supérieur à la moyenne, aurait révélé que 95% de son crâne était occupé par du liquide céphalorachidien et que son cortex cérébral ne mesurait que 2 mm d'épaisseur. Le poids du cerveau restant a été estimé à 100 grammes contre les 1000 à 1500 grammes d'un cerveau normal. Et pourtant, malgré tout, ses fonctions cérébrales n'étaient pas altérées. Et cela amène à une réflexion inévitable. Toutes les informations et la mémoire à court et à long terme, toutes les émotions et les pensées de ce garçon, où ont-elles été physiquement stockées si sa masse cérébrale a été reconnue comme étant minuscule ? Est-il possible que la réponse soit uniquement liée à la plasticité du cerveau, c'est-à-dire à sa capacité à faire face et à s'adapter à des modifications structurelles et donc à développer des connexions plus efficaces ? Ou bien devons-nous imaginer que la mémoire et les pensées ne sont pas physiquement situées dans la masse cérébrale, mais qu'elles sont situées ailleurs ? Avant d'essayer de répondre à ces questions, revenons aux expériences de pré-mort imminente. Parmi les expériences rapportées par les témoins, il y a celle de revivre sa propre vie, de la voir littéralement défiler devant ses yeux. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup affirment avoir eu la sensation de se trouver dans un lieu hors du temps et de l'espace. Il suffisait de penser à un lieu ou à un événement précis de sa vie pour se retrouver instantanément à vivre ce moment dans cet endroit précis. En plus de cela, les témoins rapportent avoir ressenti avec force que tout semblait être interconnecté. Dans ces moments-là, l'esprit semble contenir la connaissance de tout dans une dimension sans temps ni espace. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi je me trouvais là, pourquoi j'étais malade. J'ai compris en général ce qu'est la vie. J'ai compris que nous faisions tous partie de quelque chose d'unique. Tout cela était tellement évident. La clarté et la capacité de compréhension que j'ai eue dans cet état sont tout simplement indescriptibles. Si nous rapportons ces éléments à nos connaissances de scientifiques actuels, et en particulier à la capacité d'être instantanément à un endroit précis et à la perception d'un lien intrinsèque avec le tout, à quoi cela vous fait-il penser ? Il est clair que la pensée se tourne vers la physique quantique et ses concepts révolutionnaires. Par exemple, l'intrication quantique décrit comment deux particules peuvent rester connectées, de telle sorte qu'un changement dans l'état de l'une influence instantanément l'autre. Indépendamment de l'autre, ce phénomène pourrait rappeler l'expérience de se retrouver instantanément dans un lieu, simplement en y pensant. De la même manière, la théorie du champ du point zéro suggère une énergie universelle qui imprègne tout l'espace et le temps.
évoquant l'idée d'un lien intrinsèque entre toutes choses, semblable à la sensation de connexion universelle rapportée dans les expériences de mort imminente. Ces parallèles poussent à reconsidérer les visions traditionnelles sur la conscience et la réalité, suggérant que nous pourrions n'être qu'au début de la compréhension profonde de la nature de notre existence et de notre esprit. Imaginons maintenant que le cerveau soit comme un téléviseur. Le téléviseur est l'appareil qui reçoit des signaux et les transforme en images et en sons, nous permettant de voir et d'entendre des programmes télévisés. Cependant, le contenu que nous voyons à l'écran n'est pas produit à l'intérieur du téléviseur lui-même. Il est plutôt transmis par une station de télévision externe via des ondes électromagnétiques. De la même manière, on pourrait considérer le cerveau comme un récepteur ou un décodeur de signaux de conscience, plutôt que comme le producteur de la conscience. Dans cette perspective, la conscience et les informations ne résident donc pas physiquement dans le cerveau, tout comme les programmes télévisés ne se trouvent pas physiquement à l'intérieur du téléviseur. Le cerveau, comme le téléviseur, interprète et décode ces signaux, nous permettant de faire l'expérience de pensée, de souvenirs et de perception. Imaginez maintenant que votre conscience, habituellement réglée sur la chaîne de l'ici et maintenant grâce au cerveau, se déconnecte temporairement de cet état physique. Lors d'une expérience de mort imminente, c'est comme si le téléviseur était éteint ou débranché de sa source d'énergie habituelle, permettant à la conscience de se régler sur une autre chaîne ou un autre état d'existence. Dans ce nouvel état, la conscience n'est plus limitée par les barrières physiques du corps et du cerveau. Elle est libre d'explorer d'autres dimensions de la réalité. Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente décrivent souvent la sensation de sortir de leur propre corps, de se déplacer à travers un tunnel vers une lumière éclatante et de se sentir connecté à une énergie plus grande et universelle. Ce passage semble temporaire, car beaucoup reviennent à leur forme physique avec des souvenirs vifs de ce qu'ils ont vécu. Cela suggère que la conscience peut exister indépendamment du corps physique, opérant à un niveau différent, un peu comme un téléviseur pourrait se régler sur un nouveau signal ou une nouvelle chaîne. Si l'on regarde notre physiologie, on sait également que nos cellules et nos neurones se régénèrent continuellement. La régénération cellulaire est un phénomène bien documenté. Par exemple, les cellules de la peau se renouvellent toutes les 2 semaines, tandis que les cellules du foie se régénèrent environ tous les 6 mois. Même les neurones du cerveau subissent des changements. Malgré le mythe selon lequel les neurones seraient statiques toute la vie, la neurogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones, se produit principalement dans le hippocampe, une région associée à la mémoire. Cela soulève un problème fondamental. Si les neurones se régénèrent et se modifient, où résident exactement nos pensées, nos souvenirs et nos émotions? Comment peuvent-ils être stockés dans des structures en perpétuel changement? Pour simplifier, on peut dire qu'aujourd'hui, on pense que lors de la régénération, les structures cérébrales sont réécrites et, d'une certaine manière, mises à jour. C'est pourquoi nous ne perdrions pas les informations enregistrées. Il est possible que la mémoire, les pensées et les émotions résident non dans les connexions neuronales, mais dans le champ électromagnétique enregistré lors de l'observation de l'activité cérébrale. Le cerveau, donc, ne serait pas le générateur de notre conscience, mais plutôt un instrument que nous utilisons pour la percevoir. En revenant aux expériences de mort imminente, est-il donc possible que lorsque notre cerveau s'éteint, notre conscience s'accorde à une fréquence différente? Est-ce cette expérience que des milliers de témoins à travers le monde disent avoir vécue? L'une des théories clés de Van Lommel est le concept de conscience non locale. Il propose que la conscience ne soit pas confinée au cerveau, mais qu'elle soit un aspect fondamental de l'univers, similaire au phénomène quantique. Le cerveau fonctionne comme un récepteur ou une interface pour cette conscience non locale, plutôt que de l'engendrer. Cette idée s'aligne avec les découvertes de la physique quantique, suggérant que la conscience pourrait opérer au-delà des limites conventionnelles du temps et de l'espace. Les gens font l'expérience de l'inconscience dans une dimension où le temps et l'espace ne jouent plus aucun rôle. Tout est là. Le passé, le présent et le futur sont contenus dans cette dimension de la conscience. Cette dimension est faite d'amour et de sagesse inconditionnelle. Dans cette dimension, il n'y a que le sujet et tout est connecté instantanément. Ce qui est, à certains égards, déconcertant, c'est que si les études de Van Lommel, et pas seulement les siennes, sont correctes, elles ne font que confirmer des croyances très anciennes que l'humanité a toujours eues. Au début de la vidéo, nous avons cité plusieurs textes anciens.
mais il existe de nombreux mythes qui racontent le passage de la vie à la mort. Écoute, lorsque la respiration cesse, la force vitale s'enfoncera dans le centre nerveux de la sagesse, et celui qui sait fera l'expérience de la lumière claire de la condition naturelle. À ce moment-là, n'aie pas peur de cette lumière limpide, brillante d'un jaune éclatant, mais sache que c'est la sagesse. Et si la réponse à la plus grande énigme que l'humanité se soit jamais posée se trouvait dans une tradition très ancienne dont l'origine est perdue, mais qui, sous diverses formes, est toujours restée sous nos yeux? Évidemment, nous n'avons pas de réponse définitive à cette question, mais comme nous l'avons vu dans cette vidéo, il y a de nombreux indices qui méritent d'être examinés et approfondis. Arrivé à ce point, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis ou vos expériences concernant le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À la prochaine histoire.